Bienvenue à Derry est la préquelle officielle des films Saw, retraçant l'origine du terrifiant Pennywise. Entre ambiance rétro, phénomènes surnaturels et un groupe d'adolescents pris dans l'horreur, la série séduira particulièrement les fans de Stranger Things. Qu'est-ce que c'est? Tout commence au cinéma avec un gamin nommé Maddie qui n'arrête pas de faire du bruit avec sa tétine. Une femme, clairement agacée, lui dit de se taire et l'employé du cinéma, Carl, arrive pour le mettre dehors. Ce n'est pas la première fois que Maddie se faufile sans payer son ticket. Hank, le collègue de Carl, arrive et demande ce qui s'est passé. Carl lui dit que c'est la troisième fois que le gamin entre sans payer, mais Hank lui demande s'il a déjà vu la famille du petit. Puis il lui dit de laisser tomber. Pendant ce temps, la fille de Hank, Ronnie, observe Maddie, qui se cache, et elle décide de ne rien dire. Comme son père, elle a un cœur plus compréhensif. Carl continue d'insister, disant que la pitié ne paiera pas la facture d'électricité du cinéma. Pour éviter une dispute, Hank demande à Ronnie si elle a vu le gamin dans la salle. La petite fille dit oui. Pendant une seconde, Maddie pense qu'elle va le dénoncer. Mais au lieu de ça, Ronnie envoie Carl dans la mauvaise direction. Tandis que Hank et sa fille s'en vont, Maddie saisit sa chance et sort de sa cachette, mais Carl le repère. Le gamin s'enfuit en courant, et Carl lui crie que la prochaine fois, il appellera la police. Un peu plus tard, on voit Maddie marcher seule dans les rues enneigées et désertes de Derry. Ça tétine toujours au coin de la bouche. Mais cette nuit est différente. Peut-être qu'avant il avait déjà pensé à fuir la ville. Mais cette fois, il va vraiment le faire. Il lève le pouce en essayant d'obtenir un trajet des rares voitures qui passent, mais elle l'ignore toutes. Finalement, une voiture s'arrête. À l'intérieur, il y a un couple avec leurs enfants. Le conducteur baisse la vitre et lui demande s'il va bien. La femme, touchée par ce qu'elle voit, lui dit de monter avant qu'il ne gèle et lui tend une couverture pour le réchauffer. L'homme lui demande où sont ses parents et lui demande une adresse pour le ramener chez lui. Mais le gamin, avec un regard lointain, lui répond qu'il se fiche de l'endroit où ils l'emmèneront, du moment que ce n'est pas à Derry. La femme lui dit qu'ils vont à Portland, et sans poser d'autres questions, Maddie accepte silencieusement le trajet. Pendant qu'ils roulent, le couple allume la radio. Les informations parlent de nouveaux essais nucléaires souterrains à Moscou, et des experts alertent que la radiation pourrait représenter une menace mondiale. Les enfants demandent à écouter autre chose, alors la femme change de station. Mais changer de chaîne ne change pas l'horreur. Peu à peu, Maddie commence à remarquer que quelque chose ne tourne pas rond chez cette famille. Arlene, la fille aînée, commence à renifler le liquide rouge provenant du foie qu'elle tient dans ses mains. Et avec un regard de pure terreur, elle le rapproche de Maddie pour qu'il le sente aussi. Soudain, sans prévenir, tout le monde dans la voiture éclate de rire. Un rire nerveux, tendu, comme si quelque chose venait de se briser dans leur esprit. Ce n'est pas un rire normal, c'est tordu, comme s'ils étaient tous coincés dans une même spirale de folie. Le rire remplit la voiture, résonnant dans les oreilles de Maddie. Et avec un nœud dans le ventre, il réalise qu'il est coincé avec des gens qui ne sont absolument pas ce qu'ils paraissent. Et l'horreur est sur le point d'exploser. Maddie regarde par la fenêtre et voit un panneau indiquant la direction de Derry. Confus, il leur dit qu'il pensait qu'ils allaient à Portland. Il les supplie de s'arrêter, mais le conducteur monte simplement le volume de la radio, l'ignorant complètement. La peur du gamin grandit. Lorsqu'il aperçoit une station-service, il leur demande de s'arrêter parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes, mais personne ne répond. Le plus jeune enfant continue juste d'épeler des mots aléatoires et sans sens. Et bientôt, les autres commencent à faire la même chose, répétant ensemble les lettres comme un chant tordu. Désespéré, Maddie essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Il tente alors d'attraper le volant, et dans la lutte, il frappe accidentellement le ventre de la femme. Soudain, elle commence à hurler. Elle a des contractions. L'accouchement commence là, dans la voiture. Pendant que ses enfants et son mari continuent de chanter sans interruption, le bébé naît. Mais ce n'est pas un bébé humain. À la grande joie frénétique de la famille, et à l'horreur absolue de Maddie, la créature qui émerge est monstrueuse, sauvage, un cauchemar vivant. La mère, riant de manière hystérique, le tient par le cordon ombilical, faisant hurler la chose et projeter du sang partout dans l'habitacle, tandis que le reste de la famille observe la scène avec un plaisir macabre. En un instant, la créature lui saute dessus. Seule la tétine de l'enfant s'envole et tombe dans l'eau, tandis que les rires de la famille se mêlent aux hurlements du vent. 4 mois plus tard, en avril 1962, nous rencontrons Phil, un jeune passionné d'aviation qui, avant de partir à l'école, observe les avions traversant le ciel au-dessus de Derry. Il tient un carnet dans lequel il note scrupuleusement les différents modèles et types d'appareils qu'il a vus ces derniers mois. Pendant ce temps, sur une base aérienne voisine, le major Laron Enlon et le capitaine Russo se préparent à assumer de nouvelles responsabilités. Enlon est tout enthousiaste à l'idée de s'installer à Derry, contrairement à son partenaire qui n'a clairement pas l'air très à l'aise avec la situation. Pour être honnête, ce n'est vraiment pas le genre d'affectation que Russo aurait choisi. Pourtant, Enlon conserve son attitude optimiste habituelle, un état d'esprit qui semble même s'étendre à sa vision des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique en pleine guerre froide. Le colonel Fuller les accueille personnellement. Lors de leur conversation, il explique en quoi les compétences et l'expérience du major Enlon seront d'une grande aide à Derry. Il leur rappelle que, même si la base semble perdue au milieu de nulle part, elle est en réalité l'une des 6 installations les plus stratégiques du pays. Ne vous laissez pas tromper par son emplacement, leur dit-il d'un ton sérieux. En tant que base la plus au nord des États-Unis, nous sommes en première ligne. L'espace aérien soviétique n'est qu'à environ 7 heures de vol, au-delà de l'océan Arctique. Si une menace nucléaire éclate un jour, nous serons les premiers avertis. Pendant la visite,
le capitaine Russo remarque une zone restreinte indiquée comme projets spéciaux. Voyant sa curiosité, le colonel Fuller change subtilement de sujet et se tourne vers Anlon, lui demandant s'il compte vivre sur la base. Le major répond que non, il préfère louer une maison en ville. Il reste juste quelques détails, ajoute-t-il. Tout sera prêt quand ma famille arrivera. À l'école de Derry, Lily ouvre son casier, et un pot de cornichons tombe au sol et éclate à ses pieds. La scène la fait rougir de honte tandis que plusieurs élèves regardent et ricanent doucement. Son amie Marge accourt, inquiète, pour s'assurer qu'elle va bien. Lily force un sourire et dit que oui, mais ajoute en plaisantant qu'elle va probablement sentir le cornichon jusqu'au dîner. Marge, un peu nerveuse, avoue qu'elle se sent mal à l'aise avec ses nouvelles lunettes, convaincue qu'elles sont trop grandes. Lily lui assure qu'elles lui vont bien, mais son amie n'en est pas convaincue. « Tu crois vraiment ? Je n'ai pas envie de passer l'année à ressembler à un monstre, dit-elle en soupirant. C'est déjà assez dur d'essayer de faire en sorte que Joey remarque que j'existe. » Pendant ce temps, Phil discute avec son ami Teddy. Phil est totalement fasciné par l'ère atomique et les théories du complot sur les extraterrestres. Il est persuadé que des Martiens se cachent secrètement à Derry, peut-être même dans la base aérienne. Peut-être qu'ils en ont un congelé là-bas et qu'ils font des expériences dessus, dit-il sérieusement. Teddy lui demande s'il a au moins étudié pour l'examen. Phil répond avec dédain, pourquoi faire ? La Troisième Guerre mondiale est sur le point de commencer. De retour à la base aérienne, la tension est palpable. L'un des aviateurs, Masto, exprime ouvertement son ressentiment racial envers le major Anlon. Il pense qu'il est bien trop précieux pour suivre les règles ou montrer le respect dû à un supérieur de couleur. L'atmosphère devient lourde jusqu'à l'arrivée du général Shaw, dont la simple présence impose le respect. D'une voix ferme, il réprimande Masto pour son insolence et son manque de discipline. Dans cette base, déclare-t-il, le grade et le respect ne sont pas sujets à débat. Masto, clairement humilié, finit par se redresser et saluer le major Anlon. Shaw hoche la tête, laissant bien entendre qu'il ne tolérera aucune forme de discrimination parmi ses hommes. Plus tard, on voit Phil espionner sa voisine qui est en train de se déshabiller. Mais Teddy ne lui prête aucune attention. Remarquant que son ami ne fait pas comme lui, Phil lui demande ce qu'il fabrique. Teddy répond qu'il fait ses devoirs. Phil, toujours en train de parler d'autre chose, remarque que Teddy semble distrait et lui demande ce qu'il a. Teddy avoue qu'aujourd'hui marque les 4 mois depuis la disparition de Maddie. Mais Phil, indifférent, se contente de dire que c'est triste avant de changer de sujet. Teddy, frustré, insiste pour qu'il parle de Maddie, mais Phil répond avec scepticisme que parler de lui ne le ramènera pas. Teddy insiste, lui rappelant qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et il garde encore l'espoir qu'il soit vivant. Peut-être, suggère-t-il, que Maddie s'est simplement enfuie. Phil, qui ne comprend pas vraiment, répond qu'il ne voit pas pourquoi son ami serait parti. Pour lui, ça n'a aucun sens. Mais Teddy lui rappelle que Maddie n'avait pas beaucoup d'amis, et que les rares qu'il avait lui faisaient payer pour venir à son anniversaire. Phil réplique qu'ils n'ont pas été payés, puisque des bonbons, ça ne compte pas comme de l'argent. Teddy soupire et dit qu'au final, c'était à peu près la même chose. Phil, prenant la défense de la mère de Maddie, insiste en disant qu'elle avait fait un marché équitable. Et, selon lui, ils ont rendu service à Maddie. C'était une bonne chose. Mais Teddy, qui n'y croit pas une seconde, lui fait remarquer qu'il ne savait même pas que c'était l'anniversaire de Maddie ce jour-là. Phil, essayant de justifier son point de vue. Pour lui, Maddie est mort. Ces mots mettent Teddy hors de lui. Il part, furieux. De son côté, Lily se tenait dans la salle de bain, les doigts crispés autour de son bracelet. Elle jouait avec machinalement, comme si le geste pouvait apaiser la brûlure qu'elle sentait au fond de sa poitrine. Ses yeux étaient humides, et malgré tous ses efforts, les souvenirs revenaient un à un. Elle revoyait Maddie, ce jour-là, lorsqu'il l'avait emmenée au belvédère fermé depuis des années. Il lui avait raconté que Phil et Teddy avaient déjà tenté d'y pénétrer, mais que le gardien, fatigué ou négligent, ne verrouillait plus vraiment la porte. Le lieu était devenu leur refuge secret, un endroit dont presque personne ne soupçonnait l'existence. Lily avait été soufflée par la vue. Le vent frais, les arbres en contrebas, la ville qui s'étendait comme un tapis de lumière. Elle se souvenait encore de la sensation d'être au-dessus du monde. Maddie lui avait demandé de garder ça pour elle, de ne rien dire aux autres. Elle avait senti son sérieux, presque une confiance sacrée. Puis elle lui avait raconté l'histoire de son père. Un ouvrier dans une usine de pickles, mort pour avoir voulu récupérer son anneau d'humeur laissé dans une machine. La machine s'était remise en marche alors qu'il n'était pas à son poste. On disait même, dans une rumeur terrible, que certains de ses restes avaient terminé dans des bocaux. Maddie l'avait écouté sans bouger, puis l'avait consolé d'une voix douce, presque brisée par l'empathie. Dans la pénombre du belvédère, elle s'était sentie moins seule. Et puis, il avait essayé de l'embrasser. Elle s'en souvenait trop bien, le mouvement hésitant de Maddie, son visage qui approchait, ses yeux pleins d'espoir. Elle avait reculé, d'un geste doux mais ferme, en lui rappelant qu'ils n'étaient que des amis. Maddie avait hoché la tête, mais son sourire s'était fendu. Il était parti presque aussitôt, le cœur visiblement lourd. De retour au présent, sa mère lui rappelle d'une voix douce mais ferme qu'elles iront au cimetière demain. Aussitôt, Lily se fige. Son regard se perd dans le vide, et une boule se forme dans sa gorge. Elle secoue lentement la tête, incapable de prononcer un mot au début. Pas à marcher entre les pierres froides, pas à affronter le vide que laisse Maddie,
pas à regarder en face ce qu'elle n'a toujours pas accepté. Rien qu'y penser lui donne l'impression qu'un poids énorme s'abat sur sa poitrine. Alors elle détourne les yeux, murmurant presque. Pas de main, s'il te plaît. C'est alors qu'elle entend une voix dans le siphon de la salle de bain. Elle croit que c'est Maddie. Elle l'appelle en pleurant, mais une voix lui répond, « Je ne le laisserai pas ». Puis des doigts ensanglantés sortent du drap. Lily hurle. Le lendemain, elle raconte la scène à Marge, qui, troublée, l'emmène à l'écart pour éviter les ragots. Lily insiste, ce qu'elle a entendu est réel. Marge soupire, nerveuse. Il reste 2 mois avant l'été. On n'a vraiment pas besoin d'histoire, pas maintenant. Cette phrase frappe Lily comme une gifle. Son expression se ferme. Donc c'est ça qui t'importe? Que les gens ne parlent pas? Pas que je sois en train de devenir folle, pas que quelque chose de grave ait pu se passer? Marge cligne des yeux, blessée. J'essaie juste de t'aider, pourquoi tu me cries dessus? Et en un instant, elle se recroqueville dans le rôle de la victime, comme si Lily était celle qui avait tout fait basculer. Lily reste là, figée, partagée entre la colère et l'amertume, se demandant comment son amie peut être à la fois si proche et si loin de comprendre. Pendant ce temps, Phil et Teddy traversent la ville à vélo, filant jusqu'à leur cachette où Lily les attend déjà, les bras croisés, visiblement agités. « Faut que je vous parle », lance-t-elle dès qu'ils arrivent. Phil roule des yeux. « C'est encore à propos des restes de ton père ?» Teddy soupire. « Arrête, Phil, c'est pas ça. » Mais Phil continue. « Et puis Maddie, il m'avait dit de pas parler de la cachette, alors si tu crois qu'on te dit tout ?» Lily serre les dents. « Je pensais qu'on était amis. De vrais amis. » Phil hausse les épaules. « C'est compliqué. » Elle finit par leur raconter ce qu'elle a entendu dans la salle de bain. La voix. Le murmure. Le nom de Maddie. Teddy fronce les sourcils. « Tu es sûr que c'était lui ?»« Oui. J'en suis sûr. » Phil souffle, sceptique. « C'est n'importe quoi. Maddie est mort. » Teddy hésite. « Je dis pas que c'est vrai, mais c'est pas impossible non plus. » Phil le fusille du regard. « Tu te fous de moi? Tu crois pas aux fantômes ?» Teddy réplique calmement. « Toi, tu crois bien aux extraterrestres. Alors pourquoi pas ça ?» Lily les observe, espérant qu'au moins l'un des deux la comprenne. Mais Teddy reste prudent, et Phil n'en démord pas. Le silence tombe. Lily sent la déception la serrer à la gorge. « Laissez tomber » murmure-t-elle. Puis elle tourne les talons et s'éloigne, les laissant derrière elle. À la base, Shaw prend en long à part pour lui annoncer que le pilote raciste a reçu la sanction qu'il méritait. Il revient sur le parcours d'Enlon. Il lui rappelle qu'il a été l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Shaw lui explique alors qu'il n'a pas été envoyé à Derry par hasard. « Vous êtes ici pour mettre à l'épreuve notre nouveau prototype. Et pour ça, il nous fallait quelqu'un comme vous. » Enlon acquiesce, à la fois honoré et inquiet. De son côté, Teddy dîne avec sa famille juive traditionnelle. Son père remarque son trouble. « Teddy, qu'est-ce qui te tracasse ?» Le garçon hésite, ses doigts serrant nerveusement sa serviette. « Tu crois qu'un enfant pourrait être enlevé? Gardé quelque part, dans les égouts, pendant des mois? Et est torturé ?» Un frisson traverse la table. Sa mère relève brusquement les yeux. Son père lui répond sèchement qu'ils connaissent la cruauté du monde, qu'il arrête de lire des histoires fantastiques. La nuit, alors que Teddy essaie de dormir, sa lampe de chevet s'éteint brusquement. Il attend un instant, inquiet, puis elle se rallume toute seule. 1 minute plus tard, elle s'éteint encore. Quand la lumière revient une 3e fois, Teddy remarque quelque chose dans le reflet de l'abat-jour. Un visage étrangement déformé. Les paroles de son père lui reviennent, ces atrocités commises pendant la guerre, ces histoires de lampes fabriquées avec la peau de prisonniers juifs. Terrifié, il hurle. Son frère arrive, mais ne voit rien d'anormal. Le lendemain, Teddy raconte tout à Phil et Lily. Phil en conclut, maintenant, Teddy est la prochaine cible. Teddy veut en parler à un adulte, mais Phil refuse, personne ne les croira. Ils nous prendront pour des tarés. Personne ne croira qu'il y a un truc dans les égouts, ni que Maddie a essayé de nous prévenir. On doit s'en occuper nous-mêmes. Lily regarde Teddy, puis acquiesce doucement. Il décide alors d'aller à la bibliothèque municipale. Dans la salle d'archives, il fouille les vieux journaux rangés dans des boîtes poussiéreuses. Après de longues minutes, Lily tombe sur un dossier mince, glissé entre 2 classeurs. Un article sur la disparition de Maddie, qui ne figure plus dans les archives publiques. Un SDF du quartier avait été arrêté, interrogé, mais aucune preuve n'a été retenue contre lui, et il avait été relâché. Ligne après ligne, il découvre surtout une chose. La dernière personne à avoir vu Maddie vivant, c'était au cinéma. Et le témoignage venait de Ronnie, la fille de l'un des employés. Les 3 échangent un regard. Ils vont la voir. Dès qu'elle voit le trio, son expression se ferme. Dégagez. Sérieusement. À cause de toute cette histoire, la police pense que mon père a fait quelque chose à Maddie. Vous imaginez ça? Alors laissez-moi tranquille. Alors qu'ils s'en vont, Phil dit qu'ils ont fait tout ça pour une chanson entendue dans les égouts. Ronnie les arrête.
Lily lui dit qu'elle a entendu Maddie chanter dans sa baignoire. Ronnie, tremblante, avoue qu'elle aussi a entendu des voix et des rires d'enfants dans le sous-sol du cinéma, jusque dans les conduits d'aération. Elle a même entendu son nom. Terrifiée mais désormais liée à eux, elle rejoint le groupe. Ses mains tremblent. Teddy échange un regard avec Phil et Lily, ils savent maintenant qu'elle dit la vérité. Qu'elle est comme eux. Elle fait partie du groupe. Liée à eux par la même terreur. Cette nuit-là, à la base, Enlon est attaqué dans son sommeil par des hommes masqués portant des masques à gaz. Ils le plaquent contre le sol. On veut des informations sur l'avion. Tu vas nous dire où est le dossier. Un des assaillants sort une arme et la dirige vers son visage. On compte jusqu'à 3. On frappe violemment à la porte. Major Enlon? C'est Russo, ce bref instant de distraction suffit. Enlon se tourne, attrape le bras de l'homme armé et le repousse. Il se relève, lutte quelques secondes. Les assaillants n'insistent pas, ils s'enfuient par la porte arrière du bâtiment, Russo entre juste après, essoufflé. Major? Ça va? Pendant ce temps, Phil, Teddy, Lily, Suzy et Ronnie vont au cinéma. La chanson que Maddie chantait vient du film The Music Man, et il y en a une copie dans le sous-sol. Phil râle, pourquoi regarder ce truc? Teddy dit que Maddie essaie peut-être de leur dire quelque chose. Ils entrent dans la salle vide, les rangées plongées dans une demi-obscurité. Ronnie s'installe derrière le projecteur, Phil jette un coup d'œil à Teddy et voit ses yeux remplis de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-t-il doucement. Teddy se frotte le visage. J'arrête pas d'y penser. J'aurais pu empêcher ce qui est arrivé à Maddie. J'aurais dû le suivre ce jour-là. Lily, assise juste à côté, baisse la tête. Moi aussi. Je l'ai repoussé. Il essayait de me parler. J'ai cru qu'il voulait juste m'embêter. J'ai pas compris qu'il avait peur. Phil les regarde l'un après l'autre. Il veut répondre, mais sa voix se brise. Il respire, tente de se contenir, puis cède à son tour. Je pensais que Maddie exagérait. Qu'il inventait encore un truc. J'ai rien vu venir. Ronnie lance le film. Phil remarque que Teddy pleure. Il dit qu'il culpabilise. On entend la chanson familière. Puis, soudain, Maddie apparaît à l'écran. Dans le film. Tenant le bébé monstrueux. La famille qui l'avait recueilli apparaît aussi. Appelle doucement. Dans l'ombre du couloir, Maddie apparaît, avançant vers eux d'un pas hésitant. Au fur et à mesure qu'il approche, la lumière semble baisser autour d'eux, comme si le décor se resserrait. Il s'arrête à quelques mètres. C'est bien vous? Lily, Teddy, Phil? Ils acquiescent, le souffle court. Maddie les observe, longuement, avec un mélange de tristesse et de reproche. Je suis là à cause de vous, dit-il enfin. Sa voix est calme, mais elle résonne comme un verdict. Parce que vous m'avez menti. Parce que, quand j'avais besoin de vous, vous m'avez laissé tomber. Le silence qui suit est lourd, presque étouffant. Ils savent qu'il dit la vérité. Ils n'ont aucun mot pour se défendre. Le bébé se met à pleurer. Un cri aigu qui résonne contre les murs vides. Maddie baisse lentement la tête, puis la relève. Son visage n'est plus le même. Sans prévenir, il soulève la créature, ce bébé grotesque, et la projette de toutes ses forces vers l'écran. L'impact déchire la toile dans un bruit sec. Et quelque chose en sort. Quelque chose d'énorme, qui se déploie dans la salle comme une ombre vivante. La créature se jette sur Phil en premier. Un cri, un bruit de chair, puis Teddy, terrifié, tente de courir trop tard. Suzy n'a même pas le temps de hurler avant d'être happée. Dans la cabine de projection, Ronnie hurle et se précipite vers la sortie. La poignée lui échappe. La porte claque d'elle-même, comme frappée par une main invisible. Dans un sursaut de survie, elle force l'ouverture pour rejoindre Lily. Toutes deux courent, tirent la porte de la salle et la referment d'un coup. Derrière, la bête frappe, griffe, hurle. Mais elle reste prisonnière. Lily tremble. Elle baisse les yeux. Dans sa paume, toujours serrée malgré elle, le bras arraché de Suzy. Elle pousse un gémissement étranglé, incapable de comprendre comment elle a pu le garder, comment elle ne l'a même pas senti. Et Lily, blanche comme un cadavre, comprend que plus rien ne sera jamais normal.